Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute. Bienvenue dans la deuxième émission de l'année. Il est encore temps de vous souhaiter une très très bonne année. Alors avec autour de moi pour vous informer, Valérie Beau. Bonne année Valérie. Oui, bonne année, on s'en lasse pas. Faire des vœux, rêver, ça fait du bien. Ouais. Alors, ce soir, j'écris deux noms. Je commence par Wittig pour Monique Wittig. Et ce sera Émilie Noteris qui est avec nous et qui est notre invitée. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonne année. Merci à vous pour l'invitation. Bonne année également. Tout à l'heure par téléphone, nous aurons Al Warner qui nous parlera d'amour. Il est allé rencontrer un couple qui vont tout nous dire sur leur rapport amoureux. Il est toujours amoureux, le monsieur qui est à mes côtés, Éric Garnier, bonsoir. Le monsieur littérature de mon micro. Et oui, alors ce soir que de livres, moi j'en présenterai 2. Et puis je trouve que c'est bien que l'année commence comme ça. Et je voulais dire aussi que j'étais content pour une fois, après 10 ans de récrimination contre Tétu, de voir qu'enfin un numéro de Tétu, le dernier, consacre plusieurs pages, même imparfaitement, à des livres. Et quand on pense que 20 à 25% des gays et lesbiennes, mais plutôt les gays, votent FN, je me dis qu'ils ont peut-être besoin de relire un peu, de se nourrir un peu le cerveau de lecture, de livres, de poésie. Peut-être qu'ils seront moins cons. Ouais. En 2020, je sais pas quoi, 27. Voilà, donc je suis très content qu'on reparle de livres. Merci Eric. À la réalisation, notre ami Nathan. Comment ça va Nathan ? Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. Le fidèle Nathan Hilero. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Nous avons en ligne Axel Charaoui. Bonsoir Axel. Bonsoir Brahim. Alors tu interviens dans le cadre de Livrez-vous. Alors vous connaissez maintenant tous le principe. En 1 minute, les auteurs présentent leur ouvrage, vont tout faire pour en faire la promotion. Et ensuite les questions qui viendront donc des personnes autour de moi, n'est-ce pas ? Top chrono, Axel, c'est à toi. Parfait. Mon roman se nomme Le Sourire. C'est un face-à-face avec le temps. C'est l'histoire de Paul, 35 ans, enlisé dans la dépression, célibataire, au chômage. Il se plaint de tout, de son époque et tout particulièrement de lui-même. Mais voilà, une nuit, il est interpellé par un miroir, lui renvoyant certes son reflet, mais à une différence près, il n'a plus 35 ans, mais 15 ans. S'ensuit alors un dialogue entre celui qu'il a été et pour l'autre, celui qu'il sera. Celui qui baisse aujourd'hui les bras et hier baissait la tête. En effet, victime de harcèlement scolaire, Paul était durant son adolescence poussé, rejeté, moqué, n'assumait pas son homosexualité et pourtant, il a su se relever, avancer et faire avec le temps de sa différence une fierté, en ne pensant qu'à une chose, l'adulte qui le fera grandir. Hélas, 20 ans plus tard, Paul a tout oublié, d'où ce retour en arrière forcé. À travers mon récit, j'ai souhaité rendre hommage à ces enfants et adolescents victimes de violences au quotidien, lorsque les pensées les plus sombres arrivent, la force et le courage pour les affronter. À quel point ils sont inspirants pour nous, adultes, lorsque tout nous paraît trop sombre. De ce fait, mon roman se doit d'être un éclairage pour la famille, afin qu'ils comprennent davantage leur enfant, dans l'échec scolaire, leur mutisme, leur violence intérieure et ce manque de dialogue. Mon personnage dit, en parlant de ses parents, « Un jour peut-être se poseront-ils des questions, ils me demanderont, et je répondrai sans doute que tout n'a pas toujours été facile. » Voilà, je crois que tout est dit avec le sourire. C'est vraiment très, très émouvant, Axel Charaoui. Alors, tu cites dans un passage de ton roman, le sourire, c'est un face-à-face avec le temps. Cela n'a pas été donc facile pour toi. Ouais. De remonter le temps et voir l'adolescent que tu étais et ce que tu es devenu aujourd'hui dans ce monde d'adulte. Peux-tu nous expliquer un peu cette dure réalité entre ton passé et ton présent, la dualité entre l'adolescent et l'adulte d'aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'en fait, souvent adulte, on a toujours du mal à se regarder dans la glace. On a toujours du mal à revenir en arrière, on n'a pas envie. Et moi, j'étais persuadé que tous mes échecs sentimentaux, le boulot, étaient à cause de celui que j'avais été enfant, en fait. Que j'étais dans le regret de ne pas avoir eu plus confiance en moi, de ne pas m'être un peu plus battu. Et que finalement, en grandissant, j'avais accumulé une tonne de faiblesses, si j'ose dire.
Et ce qui a été l'élément déclencheur, en fait, c'est que j'ai fait un burn-out il y a 8 ans. Et du coup, je me suis interrogé. J'ai voulu, du coup, revenir en arrière. Et en m'interrogeant, j'ai fait parler finalement le Axel d'il y a 15 ans, enfin d'il y a 20 ans, pardon, parce que j'avais 35 ans lors de mon burn-out. Et je me suis rendu compte de tout ce qu'il avait fait, c'est-à-dire le harcèlement scolaire, assumer sa sexualité, et cette force, ce courage qu'il a eu. Et voilà. Alors, Éric Garnier. Qui as-tu trouvé autour de toi quand tu étais au début de ton chemin de croix? Est-ce que tu as pu t'appuyer sur des gens ou tu as vraiment été longtemps tout seul? J'ai été longtemps tout seul. Et pour tout vous dire, j'ai écrit ce roman il y a peu de temps, effectivement, il y a 3 ans. Et c'est mon mari, parce que je suis marié aujourd'hui, et c'est mon mari qui m'a poussé à écrire, qui m'a poussé à faire ressortir tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Mais c'est vrai que j'ai été longtemps tout seul, bien que très entouré, parce que j'ai mes parents, j'ai un frère, j'ai une sœur, sauf que j'étais pas dans le dialogue, en fait. Je gardais tout enfoui. Et l'écriture, quelque part, a été une sorte d'introspection, évidemment, mais ça m'a permis de tout lâcher. De tout lâcher suite aussi à ce burn-out, en fait. Est-ce que tu te sens épanoui, plus fort, ou plutôt encore avec des regrets sur ton passé ou culpabilité? Alors, je me sens extrêmement épanoui, beaucoup plus fort qu'avant, parce que j'ai mis des mots justement sur un mal-être. Quand j'avais 15 ans, en fait, l'homosexualité, moi, j'avais pas du tout envie d'être homosexuel, déjà parce que je connaissais pas. Quand on me traitait de pédé, je l'écris dans le roman, je savais même pas ce que ça voulait dire pédé, donc j'avais pas du tout envie d'être comme ça. Sauf qu'en fait, j'étais confronté à des camarades de classe, cette violence-là, et je me suis dit, en fait, s'ils me reprochent une différence, mais tant mieux. Donc je suis très fier de ce que je suis aujourd'hui, et j'ai construit cette différence avec fierté. Tu disais tant mieux à l'époque ou beaucoup plus tard? Alors, tant mieux aujourd'hui, et à l'époque, ça a pris du temps. Ça a commencé vers l'âge de 15 ans, mon harcèlement scolaire, et vers les 17 ans, 18 ans, j'ai compris que c'était tant mieux, en fait. C'était une force, d'où le fait que mon personnage, à 19 ans, quitte le foyer familial, et que finalement, il s'est dit, mais j'ai peut-être quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Alors, avant, étant jeune, quel était le fardeau le plus dur, si je puis dire, à surmonter? C'est ce harcèlement ou l'acceptation ou non de ton orientation sexuelle, Axel? Alors pour toi, la problématique à affronter, était-ce les deux ou l'un pour... C'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble parce qu'on me reprochait d'être homosexuel. On disait que après, c'est la partie du harcèlement scolaire. On vous reproche tout et n'importe quoi. C'est ce que j'explique dans le roman. On n'a pas les bonnes baskets, on n'a pas les bonnes lunettes, on n'a pas la bonne coupe de cheveux. J'étais moche. Donc en fait, c'est tout cet ensemble où on commence à perdre confiance en soi, en fait. Et c'est pour ça que du coup, en grandissant, je me suis dit, j'ai aucune confiance en moi à cause de ce gamin que j'ai été. Et je me suis dit, mais finalement, s'il a affronté tout ça, c'est qu'il avait quand même au fond de lui une certaine force que je dois retrouver aujourd'hui. Alors, une question un peu à Éric, mais ensuite qui peut aussi se poser à toi, Axel. Éric, dans le milieu de l'école aujourd'hui, est-ce que ça a évolué quand même toi qui étais prof? Oui, ça fait un petit moment. Oui, ça évoluait quand même. On commençait... à ne pas, en tant que prof, à ne pas forcément se voiler la face dès qu'il se disait quelque chose en classe autour de ces questions. Bon, comme toujours, il y a des profs qui n'y connaissent rien et qui ne voulaient pas s'en occuper, quitte parfois à ne pas relever de l'homophobie, tout simplement, et à constater les choses. Et puis des profs... surtout des plus jeunes ou des militants politiques qui pensaient que il fallait maintenant le faire, mais au tout début, personne ne le faisait, parmi les profs. Axel Charaoui. Du tout, si je peux juste dire quelque chose, moi en fait, tout ça s'est passé dans les années 90, vraiment plutôt 95, 96, et à l'époque on n'en parlait pas du tout, et au final j'en veux effectivement à ses camarades de classe, mais je me dis finalement, excusez-moi du terme, mais des abrutis tout au long de sa vie, et c'est voilà, mais en revanche moi j'en veux effectivement à mes professeurs qui eux étaient témoins à l'époque et qui ne faisaient rien, et du coup moi j'en parlais pas parce que il y avait quand même un certain respect, donc je me dis s'ils disent rien, je dis rien, et puis du coup on disait rien et on emmagasine finalement un mal-être effectivement, mais après les temps ont changé et aujourd'hui on en parle.
on en parle, mais moi, si je peux juste terminer, c'est qu'aujourd'hui, je parle de harcèlement scolaire, mais il y a encore 5, 6 ans, 7 ans, avant d'écrire et avant mon burn-out, j'avais aucunement conscience que j'avais été victime de harcèlement scolaire. Pour moi, c'était normal, presque. Axel Charaoui, donc ce livre mérite un peu avec toi de faire le tour de l'éducation nationale, des interventions en milieu scolaire. Tu y songes parce qu'il y a pas mal de choses à dire, échanger avec les professeurs et les élèves. Non, j'y songe. Et ce roman, je l'ai fait effectivement pour l'entourage aussi, effectivement pour les jeunes, pour leur rendre hommage, évidemment. Et puis je l'ai fait pour l'entourage. C'est vrai que l'entourage, mes parents, ils n'ont pas encore lu, parce que je pense qu'ils n'ont pas envie de savoir. Mais ce serait important de savoir. Ce serait important de savoir pourquoi parfois un enfant il sourit pas. Du coup, je l'ai appelé sourire exprès. Pourquoi parfois il est dans une sorte de mutisme, il parle pas, il est violent, il est dans un échec scolaire. Et moi, à l'époque, pour revenir justement à ce qu'on disait avant, on disait que j'étais en échec scolaire. Voilà, c'était pas du harcèlement, c'est que c'était un décrochage. Voilà. Donc je l'ai fait pour l'entourage, tout à fait. Tes parents ne savent pas que tu es marié ? Si, alors moi, là-dessus, j'ai aucun souci. Tes parents n'ont peut-être pas envie de lire ce livre, mais pourquoi ? Parce que tu penses qu'ils vont se sentir coupables ? Oui, tout à fait. Ce qui peut se comprendre un peu. On a une invitée... D'avoir raté quelque chose, parce que... ça c'est personnel, je pense, mais oui. Une invitée, Émilie Notheri, donc auteure du livre. D'ailleurs, le titre de ton livre, peut-être que Axel va le lire, Émilie. Oui, tout simplement Wittig, mais un sous-titre qui est brouillon pour une biographie, mais qui n'est pas écrit en couverture. Tu souhaites réagir un peu avec tout ce qui a été dit ? Non, pas spécifiquement pour apporter quelque chose, mais j'écoute et effectivement c'est une histoire qui est touchante et qui est révoltante. Et moi je suis née en 78, donc je connais un petit peu, je vois à quoi ça correspond comme période et voilà le manque de communication qu'il pouvait y avoir. Valérie ? On n'aurait jamais pu en parler au lycée ou à la fac. Non, c'est plutôt des auteurs morts depuis bien longtemps dont on parle, et rarement des femmes et encore moins des lesbiennes. Valérie ? Ton témoignage émouvant. Ce qui est fou, c'est de subir des choses et de ne pas s'en rendre compte et peut-être de se le voiler pour pouvoir faire surface et avancer. Et bravo en tout cas pour ton livre et pour qu'il circule et soit connu. Bravo pour ton livre. Alors on peut le trouver où pour se le procurer ? Alors il est disponible sur toutes les plateformes Fnac, Amazon en version numérique, papier et en librairie à la demande en fait, et aux éditions Librinova. Le sourire. Merci Axel et longue vie à ton ouvrage et à toi et à ton couple aussi. Merci. Au plaisir, à bientôt. Merci, au revoir. Merci, à très bientôt. Homo Micro, l'invité du jour. On revient donc avec Valérie et son invité. Alors, ce livre d'abord, au titre de Wittig, je l'ai découvert dans ma librairie de quartier, attiré par sa couverture orange vif et d'un format agréable. En fait, c'est un superbe objet, un superbe livre aux éditions Les Pérégrines. Le titre, bien évidemment, m'a interpellée, Wittig, évidemment pour Monique Wittig. Et je me suis dit, on doit absolument inviter Émilie parce que, et on ne parle pas assez de Monique Wittig. Il y a 20 ans, Monique décédait brusquement, justement, c'est en janvier, c'était un 3 janvier. Enfin, on parle davantage de son œuvre. Ce livre est un récit, une enquête littéraire, une tentative d'approche de celle qui reste trop souvent une énigme. Avant donc l'entretien, présente-toi, dis-nous qui tu es, Émilie. Moi, je me définis en général comme travailleuse du texte, ce qui me permet de regrouper tout un ensemble de choses, parce que sinon c'est un petit peu plus long. Mais ça veut dire que je mets en avant plutôt le caractère marxiste attaché au travail de l'écriture pour démystifier la position de l'auteur. Je dis auteur volontairement au masculin, parce que c'est avant tout du travail. Et puis je donne des ateliers d'écriture, et quand j'interviens auprès de plus jeunes générations, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas un talent ou quelque chose qui serait déjà là, mais au contraire, c'est par la pratique de la lecture et de l'écriture qu'on devient écrivain, écrivaine, voilà. Alors, quelle est la genèse de ce livre, le travail en amont de ce livre ou l'idée de le faire, c'est venu comment ? C'est venu parce que j'ai fini par m'interroger à force de pratiquer Monique Wittig par la lecture, de l'avoir découverte à différents moments de mon existence, d'abord par le côté théorique et ensuite avec un glissement vers la littérature. Elle était très présente, je donne des ateliers d'écriture comme je disais et souvent j'apportais des textes de Monique Wittig à lire ensemble pour s'inspirer. Et puis j'avais été invitée par Elsa Dorlin à intervenir dans un livre qui s'appelle Feu, abécédaire des féminismes présents. Et à ce moment-là, j'avais travaillé sur la question de l'idéologie. Enfin, elle m'avait interpellée sur l'idéologie. J'étais un petit peu embêtée parce que je suis pas philosophe et que c'était quand même un gros morceau.
Et je me suis intéressée à Colette Guillaumin et l'idéologie de la race, et Monique Wittig et l'idéologie du genre. Et donc, elle était omniprésente en fait à ce moment-là dans ma vie. Je me suis dit qu'en fait, je savais peu de choses sur elle. On n'avait pas beaucoup d'éléments, qu'elle devenait une figure un peu mythique, mythologique. Et comme elle cherche à tout prix justement à éviter la diffusion de la mythologie, à casser les mythes, ça devenait paradoxal finalement d'avoir cette circulation un peu en coquille vide et de pas savoir qui on avait. Quel corps pouvait surgir du texte. Donc j'ai voulu mener une enquête pour en savoir plus. Alors justement, ton enquête, entre l'idée de mener l'enquête et le résultat de l'enquête, c'est un processus qui a duré dans le temps, combien de temps ? C'était assez resserré parce que pour la première fois, j'ai signé un contrat avant de démarrer le travail d'écriture. Et puis comme j'étais très emballée, j'ai pas fait très attention à la deadline. Et donc il y avait 1 an de travail. Donc c'était très speed. Mais j'ai réussi à créer une sorte de petite bulle et à me mettre en mode obsessionnel pour n'être plus que avec Monique Wittig. Donc voilà, c'était quand même un processus plus rapide que d'habitude, mais qui, je pense, donne aussi une tonalité un peu plus suspense, un peu enquête, où on sent l'urgence du travail et de la recherche. Oui, alors j'ai commencé à le lire, c'est absolument passionnant. Tu considères ce livre, tu dis, comme un brouillon pour une biographie, tu peux nous l'expliquer ? C'est évidemment en écho avec Brouillon pour un dictionnaire des amantes, qu'elle avait coécrit avec son amante partenaire de toute une vie, Sandy Zeg, et également pour troubler cette normalisation du genre où une biographie, c'est quand même quelque chose qui répond à des règles particulières. Je ne suis pas historienne par ailleurs. Et casser cette idée de norme, je pense que le brouillon est quelque chose de plus modeste et permet justement de déployer une écriture plus expérimentale et plus libre, sans se mettre cette espèce de figure rigide de la forme biographique comme obligation d'écriture. Oui, c'est un livre qui est tout sauf dans le moule. Après tout ce travail de recherche, pour les auditrices et auditeurs qui connaîtraient peu Monique Wittig, alors on leur conseille de lire ton livre et de lire Wittig. Est-ce que tu pourrais partager, la présenter là, comme ça, Monique Wittig ? Ce que je peux dire, la particularité en tout cas de l'inscription de Monique Wittig dans l'espace culturel français et particulièrement littéraire et théorique, c'est qu'elle a été à l'initiative de la création du MLF, déjà dans un premier temps, donc ça c'est un gros morceau historique. Après, elle a quitté la France en 1975 pour suivre sa compagne et pour d'autres raisons aussi, parce qu'elle n'avait pas de poste à l'université, parce qu'elle n'avait pas de thèse, et puis parce qu'il y avait un défaut de représentation des lesbiennes dans le MLF contre lequel elle se battait. Donc elle s'est retrouvée à vivre une vie américaine. Donc elle a ce parcours qui est coupé en deux, avec la France d'un côté, les États-Unis de l'autre, et d'autre part, elle est assez inclassifiable. Elle travaillait à la fois la théorie et la littérature, et dans la théorie, elle mettait de la littérature, dans la littérature, elle mettait de la théorie. Donc c'est aussi une figure assez particulière dans le paysage français. C'est peut-être ces deux particularités qui font signe, je pense, dans un premier temps. Et puis cette traversée, comme je disais, entre la création du MLF et puis maintenant cette image de proto-queer qu'elle peut avoir aussi dans le champ théorique. Donc ça traverse quand même tout un ensemble de préoccupations extrêmement fortes aujourd'hui, je pense, qui expliquent finalement l'intérêt renouvelé qu'elle suscite. Oui, et ton livre donne des clés aussi pour s'approcher autrement. Alors, tu écris « Il faut amazoner les archives et les fabuler, c'est-à-dire les traiter avec respect, mais sans les sacraliser, savoir couper, extraire et manipuler pour se fabriquer des armes nouvelles avec les anciennes. » Alors, la forme est passionnante, tu nous embarques dans les coulisses de la recherche. Peut-on considérer aussi ton ouvrage comme une performance littéraire ? Il faut dire que Valérie est archiviste. Oui. Performance, je sais pas, mais moi en fait je viens de l'art, j'ai fait des études, je suis diplômée des arts décoratifs de Paris, donc j'ai plutôt une formation visuelle a priori, et je me suis mise à écrire à la fin de mes études. Donc c'est vrai que j'ai une approche différente, puisque je suis pas passée par l'université, j'ai pas appris à écrire d'une certaine manière. Donc c'était plutôt la fabrique des objets qui m'intéressait. Et je pense que d'une certaine manière, il y a des installations, comme il peut y en avoir en art contemporain, dans les textes. C'est-à-dire une manière de déployer des images, même si on emploie des mots,
Quand on lit, on fait surgir des images. Ce que je dis souvent aussi quand j'ai des élèves en écriture, c'est la force d'une écriture, c'est la possibilité de faire surgir des représentations à la lecture ou quand on entend les textes. Donc c'est aussi une capacité artistique. Donc moi je vois pas vraiment de scission particulière entre l'art, la sculpture, la peinture, les installations, la vidéo et l'écriture. Je pense que tout ça participe du même espace d'une certaine manière. Bon, je dirais que c'est un livre très précieux, très fouillé, avec des notes qui renvoient justement à des nouvelles idées de recherche. On part à l'aventure des archives. Tu disais, je suis archiviste, mais justement, on découvre les fonds. Ce que ça veut dire, ça peut donner l'idée aussi de compléter, de faire ses propres recherches. En tous les cas, bravo, parce que c'est un livre, je dirais aussi à connotation à la fois artistique, littéraire, scientifique, qui donne vraiment des clés et c'est pas évident de lire Wittig comme ça du jour au lendemain. Enfin, moi, j'ai différentes approches pour voilà, parce que c'est complexe. Donc, en tout cas, bravo, merci de ta venue et vraiment, je vous conseille vivement ce magnifique livre aux éditions Les Pérégrines et merci à cette maison d'édition de t'avoir fait cette proposition parce que ça fait avancer les choses aussi d'être soutenu par des maisons d'édition qui ont envie de partager le phénomène Wittig. C'est moi qui leur ai proposé, elles ont accepté. Alors bravo à toi. Mais bon, ils sont quand même partis dans l'aventure et il est très bien distribué. Donc vraiment courez. Oui, c'est un bon diffuseur. Ouais. Eric, tu avais une question. Alors, est-ce que c'est elle qui aurait dit que en fait la femme n'existe pas? Qui est-ce qui a dit ça? Ou quelque chose d'à peu près. Les lesbiennes ne sont pas des femmes. Voilà, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Encore plus intéressant. Oui. Alors, est-ce que tu peux éclaircir cette chose qui nous paraît provocante? Est-ce que d'ailleurs pour ça qu'elle est partie aux USA? Parce que, moi j'ai lu dans Le Monde des livres récemment qu'elle est partie suite à un clash idéologique, pas seulement parce qu'elle n'avait pas de poste. Il y a plusieurs éléments, en fait, tout simplement. Comme j'ai dit, il y a à la fois le fait de ne pas avoir de possibilité d'enseigner en France et qu'il y ait une plus grande liberté potentielle aux États-Unis pour ce faire. Il y a l'histoire d'amour avec Sandy Zeg qui était américaine. Et il y a effectivement le contexte du MLF avec cette non-visibilité des lesbiennes finalement, où c'était pas ce qui était en premier plan des luttes et elle voulait vraiment que ça se fasse à partir de là comme point de vue politique. Donc ça a effectivement commencé à accrocher de manière très violente. Parce que dans Paris la politique, qui est un ouvrage qui vient plus tard que Les guerrières ou Le corps lesbien qu'on connaît davantage, on sent une aigreur, une grande violence aussi qu'elle a pu subir. Donc voilà, c'est un livre, quand on le lit, on a la gorge serrée quand même. C'est pas, le contexte était très dur. Après toute cette utopie et cette ouverture spectaculaire qui a pu se produire, il y a eu une sorte de backlash aussi. Il y a tout un concept aussi, le fait que la femme est politique, donc les lesbiennes ne sont pas des femmes, c'est aussi le côté exploitation de la femme dans le régime politique hétérosexuel. Exactement, ouais. Patriarcal, oui. Voilà. Donc c'est passionnant de lire Wittig, quelque part avant-gardiste sur le genre aussi. Enfin, c'est pas le sujet. Oui, mais parce que peut-être une dernière question. Est-ce que Judith Butler a été influencée par elle? Dans Trouble dans le genre, en fait, elle a justement un rapport trouble avec Monique Wittig, c'est-à-dire qu'elle parle de Monique Wittig tout au long du livre, mais en même temps, elle la critique. C'est-à-dire qu'elle avait l'impression que Monique Wittig n'était pas aussi claire et militante que ça, d'une certaine manière, mais Judith Butler n'avait pas lu Monique Wittig en français. Il y a des problèmes de traduction qui ont parfois annulé des dispositifs politiques qui sont présents dans ses livres. Elle est revenue plus tard dessus, d'ailleurs, Judith Butler, en expliquant que finalement, elle avait une nouvelle lecture aujourd'hui, mais paradoxalement, elle l'a beaucoup critiqué dans Trouble dans le genre. Mais elle pouvait pas s'en défaire, donc c'est très bizarre. C'est sans cesse emporter avec elle Monique Wittig, mais en ayant du mal finalement à en faire quelque chose de précis. Lisez Wittig, alors j'aime bien la couleur de la couverture, enfin du livre, orange, fluo, tout ça, fluo, donc c'est un choix de la maison d'édition, j'imagine. Oui, c'était une des propositions des graphistes, tout à fait. Ouais. Très bien, bravo en tout cas. Surtout, lisez Wittig, donc vous pouvez trouver ça. Le livre, l'ouvrage partout, bien sûr. Il s'appelle Wittig. Lisez Wittig, ça c'est toi qui dis. Il est repérable. Wittig, voilà. Wittig, c'est ce que je dis. Oui, mais tu dis lisez Wittig, je croyais que c'était le titre Wittig, du livre. Wittig. D'accord, Wittig. Il entend bien, Éric Garnier. Ouais. Merci à vous. Merci. Et tu restes avec nous pour la suite de l'émission? Merci. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan, qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau musical? Alors, pour ce faire, pour le morceau musical que je vous propose ce soir, il s'agit d'un groupe déjà qui s'appelle Rivage, qui est composé de 2 personnes. Le premier, il s'agit d'un compositeur français,
appelé Alexandre. Et le deuxième, il s'appelle tout simplement Alejandro aussi. Donc il est espagnol et il est guitariste pour un groupe de rock qui s'appelle Esperanza. Et ils ont décidé tous les deux de créer un groupe qui s'appelle Rivage. Très très connu, probablement actuellement. En tout cas, ce qu'ils ont voulu reproduire, en tout cas leur volonté, c'était de reproduire un peu la pop française, qu'on appelle la French pop. Et ils voulaient un peu s'inspirer des compositions du genre Woolsey, par exemple, qui justement, il voulait reproduire en tout cas ses compositions à lui. Et donc, ils ont décidé de collaborer avec un artiste qui s'appelle Luke Hanger pour faire un morceau que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et dont j'ai été aussi surpris. Il s'agit tout simplement du morceau Face à Face. On écoute ça tout de suite. Le cercle des chroniqueurs. Et avec les chroniqueurs, le chroniqueur attendu, Éric Garnier, pour sa chronique C'est à lire, Éric. C'est dur de passer après, Émilie Noteris, mais en tout cas, j'ai trouvé 2 bons livres. Le premier est un roman classique, parce que on parlait hors antenne du prix Médicis de Monique Wittig pour son livre L'Opoponax, qui en 64, je crois, a dû être quelque chose, une sorte d'ovni. Rien n'avait été écrit comme ce livre, je pense, avant. Il s'inscrivait quand même dans la lignée du nouveau roman. Elle a été beaucoup accompagnée, notamment par Nathalie Sarraute, qui était sa meilleure amie aussi. Donc il y a quand même une inscription littéraire et une sorte de famille. Mais c'était quand même une fulgurance aussi. Alors ça, c'est un roman plus classique par rapport à toute cette période des années 60-70. Ça s'appelle Débarquer. C'est un roman de Hugo Boris. C'est son 4e roman, je crois, chez Grasset.
Donc là aussi, comme la maison d'édition d'Émilie Noteris, les Pérégrines, une bonne maison d'édition classique. Alors, débarquer, on pense tout de suite au débarquement sur les plages de Normandie, et le livre commence en effet d'une façon très visuelle et très angoissante, parce qu'on sait ce qui va se passer. La narration à travers 2 des soldats américains qui vont débarquer de cette période terrible à Omaha Beach. Ce personnage, Andrew, qu'on va revoir longtemps plus tard, lui n'a pas été tué. Par contre, est mort un certain Garnett qui était, je sais pas, dans la hiérarchie des bateaux qui débarquaient, je sais pas, il était le barreur, enfin bon. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans ces moments terribles où la mort est là, où on va penser, on va faire des choses qu'on n'aurait jamais faites avant. Alors, il y a une sorte d'angoisse, de pression, et je ne sais plus lequel des deux, je crois que c'est Andrew ou Garnett. Il va y avoir un trouble de l'un vers l'autre qui va être partagé, et Andrew va être très surpris d'avoir accepté cette sorte d'accolade, plus qu'une accolade, enfin quelque chose, un trouble. Voilà, on parlait de Judith Butler, trouble dans le genre. Là, il y a un trouble très fort. Il ne se passe bien sûr rien entre eux, si ce n'est une accolade. Et Andrew, donc, on va comprendre qu'il a survécu. Alors, deuxième partie du livre, une certaine Magali, une jeune femme, ça se passe aujourd'hui, qui est guide sur les plages normandes et qui accueille depuis 10 ans des personnes qui viennent se recueillir sur ces plages ou dont des parents sont morts. Et Andrew, qu'on avait vu, qui a survécu en fait au débarquement, à 90 ans, et il a décidé de revenir seul. Il n'était jamais revenu, et c'est Magali donc qui va être chargée de l'accueillir. Or Magali est dans une période de sa vie, alors on est en plein dans aujourd'hui, elle a beaucoup de soucis, son mari a disparu, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, et elle n'est pas très très en forme pour accueillir ce vieux monsieur qui est vraiment, voilà. Et donc ça va être l'histoire du passé, du présent avec Magali, et puis ce passé qui redevient présent car Andrew a décidé de revenir, et en fait il va se rendre tout simplement sur la tombe. Il va rechercher la tombe de Garnett qui est bien là, comme s'il voulait en avoir la preuve absolue. Et c'est un voyage donc très émouvant de recueillement avant de repartir très vite. Et apparemment, je ne me souviens plus bien, mais il me semble qu'il est mort peu de temps après être retourné. Voilà, donc c'est ça ce livre, une émotion très forte, sans fioriture, et amarrée, si je puis dire, à la vie présente, à travers ce face-à-face entre Magali, qui doit avoir 35 ans, et lui, Andrew, 90 ans. Et bon, voilà, on ne peut pas s'empêcher de se dire, et nous, qui, si nous atteignions 90 ans, où aimerions-nous revenir ? Sur quel lieu de souvenirs, heureux ou malheureux, aurions-nous envie de nous rendre ? Voilà, donc vous êtes tous très jeunes, mais je pense que c'est pas mal d'y penser comme ça, juste, sans enjeu, sans juste dire, mais tiens, si je devais faire mon dernier voyage alors que je sens que la fin approche, où irais-je ? Non, mais ce livre m'incite à le faire. Ouais. Voilà, Débarquer d'Hugo Boris chez Grasset. Et puis le deuxième et dernier, c'est ce qu'on appelle en littérature un tombeau. Moi-même qui suis prof de lettres, bizarrement, j'ai attendu très longtemps avant de découvrir ce mot. Voilà, il y a eu une faille dans mes études. Pour moi, un tombeau, c'était un tombeau, comme celui de Garnett dans le cimetière d'Omaha Beach. Eh bien, un tombeau, c'est aussi une forme de poème dans lequel un écrivain rend hommage à une personne aimée. Il s'agit d'un tombeau écrit par François Marie aux éditions Erosonix, cette petite maison qui produit beaucoup de chefs-d'œuvre et entre autres toute l'œuvre de René Vivien. Je ne sais pas si vous connaissez cette poétesse qui moi, ne m'émeut pas. Je la trouve un peu classique, un peu... Voilà. Mais en tout cas, les éditeurs adorent... voilà. Là, c'est un homme qui a à peu près 70 ans, François Marie, qui est dans la lecture, dans la littérature, mais qui vit dans un tout petit village du Cantal. Tout ça est vrai. Et il a eu un moment de sa vie, il n'y a pas très longtemps, une relation de 2 ou 3 ans avec un jeune homme de 30 ans, un jeune homme du cru, mais poursuivi par un certain nombre de démons qui faisaient qu'il pouvait être extrêmement joyeux, amoureux, et puis à des moments de profonde dépression. Et il est mort à 30 ans.
il s'appelle Manuel, je crois. Il est mort à 30 ans et son dernier compagnon, donc François-Marie, a essayé de lui rendre hommage à travers de courts textes où il le présente dans certains moments de leur vie commune ou de sa vie à lui, ce jeune Manu. Alors c'est très émouvant, c'est fait sans prétention. François-Marie, c'est quelqu'un qui sait écrire, mais qui sait lire aussi, puisqu'il lit des manuscrits. Voilà, il est lecteur de manuscrits. Bon. Et il écrit ça 2 ans après la mort de Manu, ça s'appelle Sans Manu. Et voilà, le temps a fait un tout petit peu son œuvre, mais cette mort est encore à vif. On voit bien que Manu était un garçon très compliqué, très attachant, très sensuel aussi. Bien sûr, il y avait quand même 40 ans de différence entre eux, tu vois, Brahim, rien n'est désespéré. Et malgré tout, ça marchait bien entre eux. Il y avait quelque chose de fort et d'incompréhensible. Qu'un jeune embrasse un vieux, dira-t-il, ça les étonne. Ça, c'est un propos de Manu qui était un peu choqué qu'il embrasse cet homme qui aurait pu être son père. Voilà, alors je vais peut-être trouver un texte charmant ou pas charmant, un peu triste. Bien sûr, cet amour s'est déroulé uniquement dans la montagne, dans le village, dans la nature. En plein air, en pleine nature, en pleine montagne, Manu retrouvait ses attaches, ou plutôt ses racines, en déployant son corps vif qui grimpait sur des pentes escarpées. Il était enfin traversé par une joie profonde. Il respirait à grands traits l'air aux fragrances de fleurs sauvages. Ce qui l'inquiétait ou l'oppressait était tenu à distance par l'ivresse des sommets qu'ébréchaient les nuages. Une buse fendait l'air. Le silence était à peine troublé par le chant d'une eau vive. Notre regard se perdait dans les lointains. On sentait près de nous le souffle des grands troupeaux. Donc vous voyez une poésie simple qui a pour cadre, voilà, ce qu'on peut trouver parmi les plus beaux spectacles de la vie, la nature, la montagne, les bruits, des bruits merveilleux, et puis dans tout ça, un amour qui n'a pas été très long, qui s'est soldé par le départ, non pas du plus âgé, mais du plus jeune. Donc beaucoup de pudeur, d'émotion, de distance. Il n'y a jamais de lyrisme excessif, ni de pathos débraillé. Voilà, on aurait aimé connaître ce Manu, on est désolé pour François-Marie, on le remercie d'avoir écrit ce livre qui permet à Manu de continuer à vivre aussi longtemps que le papier n'aura pas disparu. Là aussi, on pourrait se dire, mais si je voulais écrire sur quelqu'un qui m'a été très cher, j'écrirais sur qui ? Vous voyez ? Donc un autre endroit où aller, cette fois-ci, une personne. Là aussi, vous êtes encore un peu trop jeunes, tous et toutes, pour avoir rencontré beaucoup de personnes à qui vous vous êtes attachés. Mais si vous deviez écrire un tombeau pour quelqu'un, est-ce que vous sauriez pour qui ? Il faut y penser aussi. Ça peut être quelque chose de beau à faire. Émilie et Valérie, si vous deviez donc opter pour un livre, lequel débarquer sans Moni ? Ah oui, c'est cruel. Parce que les deux, la poésie, et les deux sont très beaux, très celui-ci, le tombeau là, c'est très courageux aussi, c'est aussi une mise à nu. Et débarquer, tu as vraiment... Ce sont deux objets très différents. Tu nous as vraiment donné envie de découvrir. Le livre d'Émilie Noteris, là, c'est encore un autre. Donc, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas plus de livres ? Pourquoi les émissions sont quand même encore trop rares ? Alors, sur notre petite antenne, bon, au contraire, on peut tout se permettre. Mais les canaux importants se donnent pas toujours la peine de creuser, et on nous parle toujours de Jean-Michel Dzian, de Virginie Despentes. Elle est très bien, mais je veux dire, sur 500 livres qui viennent de sortir en janvier, eh bien, on retrouve dans les journaux toujours les mêmes. Et je trouve qu'il y a un manque de curiosité. Et voilà, alors qu'il y a beaucoup de belles choses qui sortent. Effectivement, et surtout ce qu'on a évoqué depuis le début de l'émission. Hein. Il y a tout plein de livres, n'est-ce pas, Valérie ? Oui, de belles choses à découvrir. Merci Eric Garnier. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Al Warney qui va nous parler d'amour avec un grand A. Bonjour Brahim et bonjour à toute l'équipe d'Homo Micro, mais aussi aux spectateurs. Avant toute chose, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2020. En parlant d'année 2023, c'est d'amour que je vais parler pour commencer cette année. Mais pas n'importe quel amour, l'amour avec un grand A, celui dans les couples de longue date. En cela, Frédéric Sursin, en couple depuis 20 ans avec son compagnon et marié, a accepté de témoigner. Il y parle d'amour évidemment, mais aussi d'intimité, de liberté,
de conciliation. En somme, c'est une interview confessionnelle avec ses moments d'hésitation, ses moments de silence, ses énumérations de questions, de moments d'échange vrais, authentiques et uniques. Entre le début de ma relation et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses en fait. Au début, on est très amoureux et puis on l'est toujours maintenant, mais à un degré moindre. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé d'autre ? Le fait qu'on ait une vie sexuelle différente et qui fait que on est un couple libre et on va voir ailleurs. Voilà. Quant à la longévité du couple, c'est justement ça. Et puis on fait des concessions. D'ailleurs, c'est ça qui fait que notre relation elle dure parce que on fait effectivement des concessions. Là, nous, ça va faire 20 ans que l'on est ensemble. Donc en 20 ans, nos idées changent, nos attentes changent et voilà. Est-ce que j'ai tout pour être heureux ? Oui, j'ai tout pour être heureux. Mon couple fonctionne bien. Oui, j'ai tout pour être heureux. Quant au conseil à donner aux jeunes couples, il faut arrêter de penser qu'à soi. Il faut aussi penser à l'autre. Il faut faire des concessions, bien sûr. Faire plaisir, partager. Et puis voilà. Après, si c'est côté sexuel, on peut pas être fidèle sexuellement, je pense, toute sa vie. On a des envies qui arrivent et qu'on n'avait pas au début avec avec son partenaire, moi avec mon mari par exemple. Et je vais les assouvir ailleurs. Voilà. C'était un échange haletant que je vous remercie d'avoir écouté. Avant d'en terminer avec ma chronique, je tiens à faire mon petit instant promo. En effet, fin novembre 2021, j'ai consacré tout un dossier d'interviews sur les couples de longue date. Je vous invite donc à consulter ce dossier. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté encore une fois ma chronique et vous dis au mois prochain pour une nouvelle édition. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et nous allons revenir vers Nathan, qui va peut-être nous proposer un morceau musical qui parle d'amour. Oui, effectivement. Et je ne sais pas d'ailleurs, du coup, cher chroniqueur et cher invité, si vous connaissez le nom de Mouloudji. Oui. Surtout Eric Mouloudji. Il y avait une chanson de lui que j'aimais beaucoup qui s'appelait « Athée aux grâces à Dieu ». Sauf que ce n'est pas celle-ci dont je vais parler ce soir, malheureusement, parce que la chanson de Mouloudji, en tout cas que ces personnes-là ont reprise, parce que ces personnes-là sont très connues, forcément vous avez entendu parler d'elle, il s'agit de Bon Entendeur. Donc, ils ont décidé de faire une reprise de Mouloudji, de la chanson qui s'appelle « L'amour, l'amour, l'amour », qui a été une chanson apparemment qui est très prisée à l'époque. Elle n'est pas super connue, mais elle a été très dansée apparemment durant les balles, parce qu'en fait c'est une chanson d'amour, c'était très lent, c'était plutôt une valse. Et donc, ils ont décidé de transformer ça en plutôt un côté électro, chill. Et donc j'ai voulu, ce soir, vous faire écouter ce magnifique morceau qui est L'amour, l'amour, l'amour de Mouloudji et Bon Entendeur. L'amour, l'amour dont on parle toujours. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. L'amour, l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, l'amour, à l'amour dont on parle toujours. L'amour, mais la nuit un bonnet et le jour
porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, c'est par la flamme même aussi que le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. Homo Micro, l'invité du jour. Et nous terminons l'émission avec Federico Ariu, qui est donc scénariste et réalisateur, accompagné de Raphaël. Bonsoir Federico, pardon. Allô. J'ai tendance à t'appeler Federico, alors c'est Federico. C'est Federico, il n'y a pas de R. Ouais, la plupart du temps, les gens font l'erreur. Ils rajoutent un R alors qu'il n'y a pas besoin. C'est comme Federico Fellini. C'est tout beau tout ça. Tu es avec Raphaël, qui est aussi réalisateur ? Oui, je suis co-réalisateur des documentaires maintenant, parce que maintenant il y en a 2 et il y en aura un 3e. Donc voilà, Raphaël avec PH. Tu nous appelles donc depuis la Belgique, Bruxelles plus exactement ? Ouais, c'est ça, on est à Bruxelles. Vous parlez donc de Expression Mixte 2. Alors, c'est un documentaire donc qui est dédié donc à la communauté LGBTQ+ de toute origine et à travers différents pays, les plus sensibles entre religion, tradition et pratiques homosexuelles. Les intervenants témoignent la plupart du temps de leur vécu et de leur parcours, parfois très difficile dans une société où à l'heure actuelle leur homosexualité ou leur transidentité sont rejetées au sein de leur propre famille et dans leur environnement au quotidien dans une société qu'ils souhaiteraient voir plus inclusive et solidaire. Ce sont des hommes et des femmes, des personnes transgenres, intersexes, non-binaires. Ce documentaire aborde la richesse de la diversité, de leur vécu avec les discriminations qui y sont liées. Dans ces discriminations concernent leur ethnie, leur orientation sexuelle et affective, leur milieu social, leur vie professionnelle, leur identité de genre et leur confession religieuse. Parler de son affirmation de soi. J'en parle un peu avec émotion parce que je suis l'un des privilégiés, donc j'ai l'un des premiers qui a vu le documentaire avant qu'il soit diffusé, donc fin janvier. Tu es le premier à l'avoir vu, à part Raphaël et moi, tu es le premier à l'avoir vu. Et alors, je voulais poursuivre un peu. Tu es aussi un des participants de cette 2e édition. C'est ça qui est chouette aussi. Donc, on a eu l'occasion, nous, de se rencontrer à Toulouse. Parce que on va revenir d'abord un peu sur la première édition qu'on a mis en place en 2020 pendant la période de Covid, où c'est un sujet qui nous touche quand même, parce que moi je suis d'origine italienne, Raphaël est d'origine congolaise, on est en couple maintenant depuis bientôt 5 ans, on va sur notre 5e année. On a un vécu, il a un vécu, et on avait décidé de faire justement un projet, un documentaire où on laisserait la parole justement à ces personnes d'origine étrangère à la base, mais tout en étant inclusif, leur offrir un espace de parole à travers lesquels ils pouvaient nous parler un peu de leur vécu,
de leur situation, de ce qu'ils ont vécu, que ce soit leur coming out avec leurs parents, la famille, les agressions. Raphaël, je ne sais pas si tu veux rajouter autre chose. Il faut surtout tenir compte du fait que ces personnes-là, la majorité, en priorité, ce sont les personnes qu'aujourd'hui on dit racisées, donc d'origine étrangère, des personnes non blanches, parce que il y a des questions d'intersectionnalité. Ça touche aussi le fait qu'il y a la culture d'origine, mais il y a aussi l'homophobie et le racisme, ce qu'il y a quand on est vu dans une société occidentale aussi. Donc chacun à son niveau, en fait, essaye de se construire justement pour survivre et être heureux. En parlant de ces personnes, donc, est-ce que vous pensez que leur culture du rejet et de la haine est plus latente que dans les pays occidentaux ? Selon moi, oui. Selon mon expérience, selon ce que j'observe autour de moi, je pense que oui. L'homophobie est partout, mais je pense que les personnes racisées, non blanches, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Mais après, voilà, c'est un discours qui n'est pas facilement acceptable. Ça, on l'accepte, mais si on veut vraiment mettre les pieds dans le plat, on veut pas trop en parler parce qu'on croit que ça va dans le sens de l'extrême droite, alors que c'est pas le but. C'est simplement voir de certaines réalités par rapport au fait que voilà, on fait partie de cultures où on a plus de difficultés à s'assumer et du coup, dans ce occidental, on est plus accepté si on est homosexuel, mais par contre, si on est noir, maghrébin, latino ou autre, si on est racisé, il y a d'autres formes de discrimination qui entrent en compte. Au fait. Est-ce que vous pouvez donner des exemples un peu et nous éclairer pour les personnes qui nous écoutent un peu quand on dit non, personne non, comment dirais-je, enfin racisée, qui est responsable de tout ça en fait ? C'est les Occidentaux ou c'est les familles de ces personnes ? Qui est responsable ? Pour moi, c'est la culture, c'est la religion aussi, c'est l'éducation. Nous, notre projet, en fait, on a mis en place pour vraiment poser un peu les bases de ces questionnements, la peur de l'autre, le fait que la plupart ont été éduqués dans une culture qui rejette les homosexuels, alors que l'homosexualité existe depuis toujours. On le voit dans la première édition d'Expression Mixte avec François Patrick, où il parle au Cameroun, où justement l'homosexualité était légalisée, était normale au fait. Et puis les Anglicains, les catholiques sont venus au Cameroun et ont commencé à interdire l'homosexualité. Il y avait un roi qui était homosexuel, qui avait un peu son harem de jeunes hommes, et c'était complètement normal. Et puis les Anglicains, la religion est venue et a interdit justement l'homosexualité. Pour nous, c'est important de parler en parlant de justement que l'homosexualité a toujours été là dans les cultures et qu'elle est présente partout, chez tout le monde, et que des dogmes, on peut appeler ça un peu des dogmes. Des dogmes religieux. Moi, je veux dire qu'il y a des dogmes religieux, que maintenant on n'ose plus critiquer la religion, mais il y a des dogmes religieux qui sont venus imposer des choses dans des cultures qui, à la base, normalisaient ces relations entre personnes de même sexe. Alors, il y a eu doc 1, donc vous en êtes au deuxième. C'est quoi la différence entre le premier et le deuxième, et puisque vous en envisagez même un troisième en fait? Oui, écoute, il y a eu la première édition ce qui est intéressant en fait, nous, avec cette série de documentaires, c'est qu'on va dans les écoles, on va dans les associations, on va présenter le film dans des écoles où la majorité sont des personnes d'origine étrangère. Ici, en Belgique, à Bruxelles, il y a des communes comme Scardé, Saint-Josse, majoritaire d'origine étrangère. Et le but est aussi un peu de leur montrer que, parce qu'il y a beaucoup de violence ici faite aux personnes LGBT, quoi. Et c'est vraiment, on doit aller à la base à des jeunes de 15-16 ans. Et pas que, il y a aussi les parents, mais ça on va en venir après avec Issane Jarfi. Mais il faut éduquer des personnes et leur dire non, ce n'est pas mal d'être homosexuel du moment qu'il y a le bonheur, l'amour, comme le dit Issane dans la deuxième édition, que vous allez découvrir. Normalement, le film sortira le 29 janvier, il sera en ligne. Oui. Non, le 28, on fait le lancement. Mais à partir du dimanche 29 janvier, la deuxième édition sera en ligne. Et pour répondre à ta question, oui, il y aura une troisième édition. On a déjà des participants à la troisième édition et on va y inclure une spécificité, c'est qu'avec les participants de la troisième édition, on va faire un atelier de théâtre parce qu'on a déjà fait un test cette année. Tu veux peut-être en parler du test qu'on a fait de l'atelier de théâtre? On a fait un atelier de théâtre au fait qui permet au fait de faire des jeux de rôle et du coup, ça permet au fait de faire ressortir des émotions de leur vécu. Comme mon compagnon le dit, ces émotions sont diverses. Ça passe de la joie à la tristesse, la colère, la violence, tout ce qui est refoulé sexuellement aussi. Donc via ces jeux de rôle, justement, tout ça ressort via cet atelier de théâtre, au fait, via le jeu. Et ça permet aussi un peu d'exorciser la douleur qu'ils ont vécue. Parce qu'on a bien vu, lors de l'atelier théâtre, ils ont commencé à parler d'eux. Ensuite, on leur a dit qu'ils avaient un atelier libre, ils pouvaient proposer quelque chose. Et c'était toujours lié par rapport à leur vécu, où ils rejouaient justement une scène
en se mettant eux-mêmes en tant que victimes. Et ce qui était intéressant avec la personne qui a fait l'animation théâtre, c'est pourquoi ne pas essayer de vous mettre dans la peau du bourreau pour un peu inverser les choses. Et donc, ça nous a vraiment donné l'idée que l'année prochaine, Expression Mix 3, il y aura bien sûr le film tel qu'on l'a vu dans le 1 et qu'on verra dans le 2, mais il y aura un plus parce qu'on va mettre en place une pièce de théâtre dans lesquelles on va permettre à ces personnes de s'exprimer et de vraiment dire ce qu'ils ont envie avec l'art, avec cet art-là, quoi. Federico et Raphaël, c'est noté. Donc, rendez-vous donc en Belgique pour ceux qui pourront à Bruxelles pour la diffusion du documentaire et en ligne aussi à partir de quand ? À partir du dimanche 29 janvier, la deuxième édition sera en ligne. On aura l'occasion de communiquer là-dessus dans l'émission Homo Micro. Justement, tu peux aussi en parler parce que toi, tu as participé à cette deuxième édition, non ? Tout à fait, oui. Je fais partie de la... Et tu as vu le film, donc. Et j'ai vu le film en plus de ça. Effectivement, c'est vrai. Mais je ferai un saut et je viendrai vous voir donc fin janvier à Bruxelles, bien sûr. Ouais, à Bruxelles, c'est ça. Merci à tous les deux. Ok, merci à toi. Bonne soirée. Et quel temps il fait à Bruxelles ? Il pleut, comme à Paris ? Il fait froid. Chez nous, c'est pareil. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci à vous deux. Merci, vraiment. Ciao, ciao. C'est fini pour ce soir. Merci Valérie. Tu peux nous citer le titre du livre de notre invité ? Wittig, courez le lire. Et Eric, tu as parlé de 2 ouvrages, Sans Manu et j'allais dire Wittig. Non, parce que j'ai débarqué. Merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt dans vos micros, Émilie. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à l'émission. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao.
maintenant terminé. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.